merci beaucoup. Je vais peut-être lancer mon propos en me rappelant d'un événement qui s'est produit très peu de temps après mon arrivée à la faculté de droit de l'Université McGill. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, j'ai commencé ma carrière, j'ai passé d'ailleurs presque 20 ans au département de philo de l'Université de Montréal, et pour des raisons que 12 ans plus tard, je n'ai pas toujours complètement comprise. J'ai été invité à occuper une chaire donc à la faculté de droit de l'Université McGill, n'ayant donc pas de diplôme de droit, chose que je rappelle à mes collègues à peu près tous les 6 mois pour s'assurer qu'ils veulent encore de moi et que ce n'était pas une erreur de leur part. C'était peut-être l'autre, Daniel Weinstock. Mais quand ils m'ont embauché, je me suis dit, bon, il faudrait quand même que je me mette à lire du droit pour pouvoir parler de manière intelligente avec mes nouveaux collègues et à lire des décisions, des décisions de la Cour suprême, par exemple. Peu de temps, donc on est en 2012, peu de temps après que j'arrive en poste à l'Université de Montréal, il y a une décision qui porte le nom extrêmement, comment dire, qui fait rêver de R contre NS. Hein? Qui a été donc R contre NS, une décision de la Cour suprême qui est rendue quelque part vers la fin de l'année 2012. Alors, je la lis et je trouve dans cette décision énormément de finesse et de finesse philosophique, là, des distinctions extrêmement pointues alors, R contre NS, faudrait que je vous dise de quoi il s'agit. C'est une décision dans laquelle la question était de savoir si une femme portant la burqa, si on devait la forcer à l'ôter, par exemple, dans une cause criminelle, pour que les personnes qui sont accusées reçoivent, que leurs droits soient respectés. Et donc, le jugement de la Cour suprême conclut en quelque sorte que ça dépend. Hein? Ça dépend. On ne peut pas vraiment fixer de règles générales en la matière. Ça dépend de toutes sortes de choses et renvoie donc la responsabilité de décider si dans un cas ou dans un autre, il faut exiger d'une femme ou de toute autre personne qui porte quelque chose qui lui couvre le visage qu'elle libère son visage, que c'était la responsabilité du juge, en l'occurrence, donc de faire de sous-peser les différentes considérations qui étaient pertinentes du point de vue du cas qu'ils avaient devant les yeux. Alors, j'ai trouvé là vraiment énormément de finesse philosophique, une sensibilité à toutes les considérations pertinentes, et j'en parlais avec un éminent juriste de ma faculté, dont je tairai le nom parce que je ne lui ai pas demandé la permission de le citer ici. Alors, je lui ai dit tout le bien que je pensais en tant que philosophe de cette décision, et il m'a regardé en me disant « Non, c'est complètement ridicule comme décision. » Ah oui, pourquoi? Parce qu'elle ne donne aucune directive précise à qui que ce soit. Hein. En fin de compte, les juges se sont fait plaisir à jouer dans leur petit distinguo très subtil, mais ce qu'il nous faut, ce sont des règles qui sont relativement fixes et prévisibles, et donc ils ont échoué à la tâche. Alors, ça n'a pas été une très longue discussion, mais je me suis quand même imposé une réflexion sur sa réaction, qui était très différente de ma réaction initiale. Et ça a suscité en fait une réflexion qui dure encore aujourd'hui et qui a fait de sorte que, en passant de la philosophie, disons, à la faculté de droit, mais également aux politiques publiques, où j'enseigne également à l'école de politique publique de McGill, je me suis dit qu'il faut distinguer deux types de questions. Deux types de questions que nous avons peut-être moins tendance à distinguer que nous le devrions. Premièrement, pour toute question, pour toute controverse, quel est le bon ou quels sont les bons principes moraux? Quelle est la position philosophique qu'il nous faut défendre par rapport à telle question? Quelles sont les limites de la liberté d'expression, par exemple? Et il y a la question de l'administrabilité de ces distinctions. Hein? Pour répondre à la question de savoir si on peut administrer, si on peut mettre en vigueur ces distinctions, il faut qu'on se pose des questions, par exemple, qui ne sont pas du tout pragmatiques au sens péjoratif du terme, sur la capacité épistémique, par exemple, sur la capacité de réflexion à laquelle on peut s'attendre des agents de l'État qui sont chargés de mettre en vigueur les décisions qui sont prises à une plus haute instance. Et quand on se pose cette seconde question, on voit qu'il y a un rapport entre la première et la deuxième qui est vraiment très complexe et très intéressante, mais que mon collègue avait sans doute raison de penser qu'on ne peut pas tout simplement passer de l'un à l'autre. Hein?
voici la conclusion à laquelle on arrive pour des raisons philosophiques. Appliquons tout simplement, dans un deuxième temps, ces conclusions à la réalité. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Et je pense que c'est une question donc, qui se pose pour la décision R contre NS, dont je viens brièvement de vous faire état, mais qui se pose également pour la question de la liberté d'expression. Quand on pense aux limites à la liberté d'expression, telles qu'elles ont été énoncées notamment par la Cour suprême du Canada, la question de l'administrabilité, de la capacité épistémique des agents de l'État à rendre compte et à appliquer les distinctions et les arguments très subtils qui ont été mis de l'avant, notamment par la Cour suprême, il y a quand même, je crois, des problèmes qui se posent. Alors, voilà en guise d'introduction. Et ce sont des problèmes donc, qui sont plus de deuxième partie de la présentation. Ce sont des problèmes qui sont plus simplement que d'ordre pratique, mais qui relèvent de notre capacité à faire valoir dans notre démocratie les principes. Alors là, j'ai des juristes devant moi et ils vont me dire quelle est leur traduction préférée du terme « rule of law ». Alors, il y en a qui disent « règle de l'état de droit ». Bon. Alors, on va prendre, comme Louis-Philippe a été le premier à se prononcer, je vais accepter sa traduction. Donc, la question à laquelle je m'intéresse pose des problèmes du point de vue de la règle du droit, la règle de droit. De quoi est-il question? Bon, la question de la rule of law, de la règle de droit, est une des plus débattues en philosophie du droit. Ceux d'entre vous qui avaient pris même un cours philo 101 du droit en avaient entendu parler. La règle de droit, qu'est-ce que c'est? Ben, la première distinction qu'on va vous faire, c'est qu'il faut distinguer la règle de droit le rule, le gouvernement par les lois, du gouvernement par les personnes. Hein, une société qui est véritablement gouvernée par les lois, toute personne, y compris les gouvernants, sont assujettis à ces lois et ce sont les lois qui gouvernent plutôt que les personnes prenant des décisions arbitraires. Alors, la question de savoir pourquoi il est préférable d'avoir une règle de droit, la rule of law, plutôt que la règle de le gouvernement par des individus, divise les philosophes et la position qui est dominante selon les philosophes que je fréquente, mon ancien directeur de thèse, Joseph Raz, d'autres, Lon Fuller, est que, pour dire les choses de manière un peu courte, la règle de droit permet aux individus d'organiser leurs affaires. Hein, permet aux individus d'organiser leurs affaires. Quand on vit dans un État, on sait qu'il y a une interférence possible de tout moment, hein, avec nos actions, avec nos décisions qui va provenir des différentes instances de l'État. Et pour pouvoir agir, pour pouvoir avoir un plan de vie, pour pouvoir aller de A à B, pour pouvoir passer du début de notre journée à la fin en faisant à peu près ce que nous avons envie de faire, mais également pour élaborer des plans de vie plus substantiels, il faut qu'on sache ce qu'il faut qu'on fasse et ce qu'il ne faut pas qu'on fasse pour ne pas attirer l'attention des autorités. Alors, quand on regarde un peu la manière par laquelle les règles les principes de la règle de droit sont définis, on voit des choses comme il faut que les lois soient claires. Hein? Il faut que le commun des mortels puisse les lire et les comprendre. Il faut qu'elles soient publiques. Hein? Il faut qu'il y ait quelque part qu'on puisse aller pour voir quelles sont ces règles claires auxquelles il faut qu'on se soumette, ou si on ne s'y soumet pas, comprendre quelles sont les conséquences, quels sont les risques que l'on court. Il ne faut pas, dans la mesure du possible, qu'elle soit rétroactive. Hein? Si je fais quelque chose aujourd'hui et que demain, on me dit que cette chose légale aujourd'hui ne l'est plus en vertu d'un arrêt qui va être passé demain, il y a un problème du point de vue de ma capacité, encore une fois, pour utiliser un terme non technique, à organiser mes affaires, hein, à avoir un plan de vie qui se respecte, etc. Donc, selon les auteurs, vous allez trouver 7, 8 règles de la sorte. Mais quel est en quelque sorte le bien fondé de ces règles? C'est en quelque sorte qu'on ne peut vivre une vie autonome en tant qu'agent, organiser nos affaires, comme je le disais, que si on est immunisé dans une certaine mesure de l'arbitraire. Hein, de l'arbitraire. Les règles sont prévisibles. Hein,
Pour que l'impact des règles qui s'imposent à nous par les lois soit prévisible, ben, il faut qu'elles satisfassent un certain nombre de propriétés, comme celles que j'ai énoncées, la clarté, le fait d'être public, etc., etc. Bon. Sinon, on est dans l'arbitraire. D'un jour à l'autre, on ne sait pas ce que les autorités publiques vont nous annoncer comme règles contraignant notre comportement. Alors, là, dans ma communication, si je regarde mes notes, je rentre dans des petites distinctions de philosophes sur lesquelles je vais peut-être passer parce qu'il est tard et je n'ai pas envie de parler trop longtemps. Mais ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est l'idée que très souvent, quand on pense à la règle de droit, ce qu'on a en tête, c'est quelque chose comme l'image du Léviathan de Hobbes, hein, qui est sur la couverture de la plupart des éditions de Hobbes, cette espèce de pouvoir totalitaire qui a un pouvoir de vie et de mort sur ces sujets et qui peut faire en quelque sorte à sa tête parce qu'il se situe à l'extérieur des lois. Hein? Mais pour moi, ce qui est important, c'est moins l'idée que la loi soit le résultat d'une personne, mais qu'elle soit prévisible. On peut imaginer, après tout, un Léviathan qui agit de manière parfaitement prévisible, de manière parfaitement louable, une sorte d'autoritaire bienveillant à l'endroit de ses sujets. Du point de vue de la règle de droit, ce qui est important, ce n'est pas tellement la question de savoir quelle est la source du droit, c'est de savoir si elle est prévisible ou non. Hein, c'est cette question de prévisibilité qui me semble être au cœur de l'importance de la règle de droit, qui n'est pas la seule valeur auquel les systèmes juridiques doivent souscrire, mais qui est une valeur qui est quand même importante pour les sujets, pour les individus, pour les citoyens qui vivent à l'intérieur d'une société gouvernée par des lois. Alors, dans une société démocratique libérale à peu près décente, qui fonctionne à peu près correctement, il me semble que les principales menaces à la rule of law ne nous viennent pas, disons, de nos élus, des personnes qui occupent des postes, disons, importants, des juges, etc. Nous vivons dans une société qui est relativement, par rapport à d'autres, exempte de corruption, enfin, du niveau que la corruption existe dans d'autres sociétés. C'est une thèse que j'avance et certains pourraient être en désaccord avec moi. Les principales menaces à la règle de droit dans une société où nos politiciens sont à peu près régis par des règles d'éthique auxquelles ils se conforment à peu près, où les juges font à peu près leur job, etc., ne vient pas donc de ces sources plus élevées dans la hiérarchie étatique, mais plutôt dans le contact quotidien que nous avons avec les personnes qui sont chargées d'appliquer les lois dans le quotidien. Hein? Il y a un livre très important de théorie politique qui a été publié il y a 2-3 ans d'un jeune philosophe politique qui s'appelle Bernardo Zacca. Le titre en anglais, When the State Meets the Street, quand l'État rencontre la rue. Hein? Et le livre part de l'observation tout à fait évidente, mais qu'on n'a pas tendance à mettre sous le microscope théorique tellement souvent en philosophie politique, c'est que pour la plupart des gens, dans des sociétés comme la nôtre, l'État, hein, l'État tel qu'il se manifeste dans nos vies, ce n'est pas le premier ministre, ce n'est pas le juge de la Cour suprême, ce n'est pas le haut fonctionnaire, c'est la personne qui va décider si oui ou non on se qualifie pour un certain bénéfice donné par l'État. C'est le policier. Hein? Ce sont les gens qui sont en quelque sorte, comme le titre du livre l'indique, à la jonction entre l'État et la rue. La personne qui va décider de la manière par laquelle la loi va s'appliquer à nous, dans le cas particulier dans lequel nous nous trouvons. Hein? Alors, il me semble que il y a différentes raisons pour lesquelles la règle de droit pourrait être violée dans le cas de nos relations avec ce type d'agent. Hein? Avec ce type d'agents, donc les agents dont la fonction est de prendre les règles qui ont été énoncées à un plus haut niveau et de les appliquer à des cas particuliers. La première chose pourrait être tout simplement l'incompétence. Hein? On donne la responsabilité d'application des principes, des règles à des gens qui n'ont pas la capacité minimale pour faire le raisonnement qui est nécessaire pour passer de l'énoncé général d'une règle à son application à un cas particulier. Et ça peut donner un peu n'importe quoi. Je vais faire l'hypothèse
que dans une société comme la nôtre, nous sommes relativement protégés, hein, parce que les gens qui rentrent dans la fonction publique doivent passer des tests, etc. Nous sommes relativement protégés de cette source donc d'incertitude qui pourrait venir du fait que, ma foi, je ne sais absolument pas comment la personne à laquelle je vais avoir affaire au bureau de je ne sais pas trop quoi va agir parce que cette personne est complètement incompétente et son raisonnement complètement loufoque pourrait mener dans un sens comme dans l'autre. Cette hypothèse est peut-être non justifiée par les faits, mais comme elle ne m'intéresse pas trop, je vais faire l'hypothèse que ce n'est pas ce problème-là auquel nous avons affaire. La deuxième chose qui pourrait faire de sorte que notre contact avec les agents de l'État soit problématique du point de vue de la règle de droit, c'est que le fonctionnaire auquel nous avons affaire est sujet à toutes sortes de règles contradictoires. Hein? Compétent, intelligent, mais ayant à gérer un ensemble de règles qui, quand on les regarde, sont à la limite de la contradiction les unes avec les autres, ce qui va faire que, dans un cas particulier, il ou elle va devoir s'en remettre à son jugement qui est parfois peut-être fort judicieux, mais qui, encore une fois, parce que non suffisamment dicté par les règles, étant contradictoires selon une hypothèse les unes avec les autres, faire preuve de bon jugement dans un cas où les règles sont contradictoires ou dans une autre, ça peut donner des résultats très différents. La personne qui s'attend, encore une fois, à une certaine prévisibilité dans sa relation avec les agents de l'État peut se trouver dans une situation où elle n'a aucune idée de ce que ça va donner lorsqu'elle se retrouve devant un agent chargé, encore une fois, de gérer des règles complètement contradictoires. Troisième possibilité, et c'est celle qui m'intéresse dans mon propos d'aujourd'hui, ne vous en faites pas, j'arrive à la liberté d'expression. Longue mise en... Est-ce qu'il me reste encore quelques minutes? Je rigole. Troisième possibilité, c'est celle qui m'intéresse le plus dans le contexte actuel. C'est celui de règles qui ne sont pas nécessairement contradictoires, mais qui sont très difficiles d'interprétation. Hein? On le sait parce qu'on a lu Dworkin, on a lu Hart, les règles ne s'appliquent pas d'elles-mêmes. Tout exercice d'application d'une règle à un cas particulier exige un exercice de jugement. Hein? Mais il y a des exercices de jugement, d'application, donc de raisonnement déductif qui sont plus complexes que d'autres, qui exigent par exemple une interprétation potentiellement controversée d'une règle énoncée en des termes très généraux. Il y a donc des exercices d'application qui sont plus complexes que d'autres et peut-être moins facilement prévisibles que d'autres. Alors, la thèse que je voudrais défendre devant vous aujourd'hui, c'est qu'en matière de limitation à la liberté d'expression au Canada, nous risquons d'être un peu dans cette troisième situation. Les juges de la Cour suprême, dans les deux causes qui sont dans le titre de ma communication, donc Butler, qui était une cause dont je parlerai dans un peu plus de détails sur l'obscénité, et Watcott, qui est dans une série de décisions sur l'expression haineuse, sont des décisions d'une grande subtilité, d'une grande rigueur intellectuelle, mais un peu comme R contre NS, laisse les agents qui sont chargés de créer des règles, de créer des applications donc de ces règles, devant une tâche interprétative qui est peut-être au-delà de ce que l'on peut s'attendre, hein, de la capacité épistémique des agents que nous chargeons donc d'appliquer ces règles. Alors, jusqu'à un certain point, la démonstration de cette thèse a déjà été faite par la séquence de deux décisions ou de deux situations qui ont donné lieu à des décisions de la Cour suprême en matière d'obscénité. Alors, pour les juristes qui sont là, je vais y aller vraiment là, sur les chapeaux de roue, là, vous m'excuserez, mais il faut être quand même relativement bref. Alors, la décision de Butler, décision très intéressante de la Cour suprême, 1980, aidez-moi. Pardon? C'est ce que j'allais dire. 1992 est une décision donc sur l'obscénité. Les lois sur l'obscénité au Canada datent du 19e siècle, ont encore un peu des allures victoriennes. La Cour suprême veut une cause qui va lui permettre un peu de remettre tout ça à jour. Veut, par exemple, que ce ne soit plus le cas que des simples représentations d'actes sexuels entre adultes consentants tombent sous le coup de la règle contre l'obscénité. Et donc, formule une décision dans la cause Butler qui est extrêmement subtile et complexe et qui dit essentiellement la chose suivante. Encore une fois,
je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que je couvrirai suffisamment des règles pour vous donner une idée. Toute représentation d'activité sexuelle entre adultes consentants qui ne comporte pas d'aspect de violence ou d'humiliation devrait être tolérée dans une société libre et démocratique. Il ne devrait plus y avoir de problème de ce point de vue-là. Des représentations d'activités sexuelles comportant un élément de violence doivent, par opposition, être regardées de manière extrêmement serrée. Seulement dans les cas où il y aurait un mérite artistique à une représentation de sexualité avec violence, pourrait-on tolérer qu'elle soit présentée. Alors, vous voyez déjà, là, interpréter ce qu'est le mérite artistique. On peut être en désaccord sur le mérite artistique de différentes représentations. Et dans le milieu, il y a quelque chose d'autre. Il y a des représentations d'activités sexuelles qui comportent un aspect d'humiliation ou de dénigrement de la personne. J'oublie exactement, je l'ai devant moi, mais je n'ai pas envie de lire mes notes. Ça vous donne une idée, donc, de la subtilité de la décision. On veut vraiment découper le réel dans des parcelles fines pour bien distinguer ce qu'il y a à distinguer. Et on peut admirer donc cette décision qui essaye de trouver un juste milieu entre une sorte de puritanisme victorien. J'ai l'impression d'avoir fait une erreur historique en parlant de puritanisme victorien. Ma conjointe m'en tiendrait rigueur, mais enfin, vous comprendrez ce que je veux dire. Qui essaye donc de faire la part des choses entre une sorte de puritanisme victorien d'une part et une sorte de laisser-aller où n'importe quoi serait permis sur les écrans ou les ordinateurs, il n'y a pas d'ordinateur à l'époque, des individus. Bon, qu'est-ce qui arrive quelques années ou même quelques mois plus tard, pour dire les choses de manière un peu courte, encore une fois. À l'époque, c'était avant Internet, le matériel pornographique qui était consommé au Canada était surtout produit à l'extérieur, notamment aux États-Unis, mais pas uniquement aux États-Unis. Et donc, la responsabilité de faire respecter ces nouvelles règles retombait aux douaniers. Donc, aux personnes qui étaient chargées d'accepter ou de ne pas accepter un envoi de vidéocassettes, même de textes ou d'images. Le résultat, quelques mois après la décision Butler, a été que un certain nombre de représentations sexuelles, de vidéos, de je ne sais pas trop quoi, de nature gay, donc homosexuelle, ont été bloquées à la frontière parce que du jugement des douaniers, ils posaient particulièrement problème. Bon, le problème, je crois, est parfaitement compréhensible et parfaitement humain devant des critères qui sont, ma foi, extrêmement difficiles à comprendre, à interpréter et à appliquer. Donc, il faut comprendre mérite artistique, humiliation, violence. On va toujours avoir tendance à prendre, à moins d'être guidé de manière un peu plus claire, notre propre sexualité comme étant normative. 1992, on est encore pas mal dans l'hétéronormativité, on l'est encore aujourd'hui, mais encore plus il y a 30 ans. Et donc, ce sont des matériaux gays qui ont été bloqués. Et il y a donc eu une cause qui a suivi Butler, Seven Sisters, je crois, Little Sisters, où la Cour a dit « Non, c'est pas exactement ça qu'on voulait dire. » Vous avez eu tort de bloquer ces matériaux parce que c'est pas exactement ça qu'on voulait dire. Mais le problème, évidemment, est que devant des règles qui comportent tant de termes exigeant l'interprétation, il était prévisible que de telles erreurs, en quelque sorte, se produisent. Est-ce que la situation est plus claire aujourd'hui? Je ne suis pas du tout expert en matière d'obscénité, pornographie, etc. Mais en tout cas, il y a donc une sorte de trame qui me semble parfaitement prévisible, énoncée d'un ensemble de principes extrêmement subtils et nuancés, difficulté d'interprétation et d'application de ces principes, créant en quelque sorte une marge discrétionnaire d'interprétation extrêmement forte pour les agents chargés d'appliquer les règlements, et ça donne ce que ça donne. Notamment, ça donne une situation dans laquelle des individus croyant de tout à fait bonne foi que les matériaux qu'ils importaient au Canada satisfaisaient aux critères de non-obscénité qui avaient été mis de l'avant, se font dire non, ça ne passera pas. Alors, qu'en est-il de la liberté d'expression?
Je crois que nous sommes devant la question de la liberté d'expression dans une situation qui n'est pas dissimilaire de celle de l'obscénité. Donc, nous avons une limite à la liberté d'expression en matière d'expression haineuse, qui, encore une fois, a été exprimée dans différentes décisions de la Cour suprême, mais qui reçoit, à mon avis, son expression la plus... j'allais dire la plus claire, mais non, je ne crois pas qu'elle soit claire, mais la plus fine, dans une décision qui part d'une cause en Saskatchewan, la cause Watcott. Les faits sont grosso modo les suivants. M. Watcott, qui fait partie d'une secte chrétienne extrêmement conservatrice en matière de sexualité, distribue des tracts extrêmement artisanaux, pour ne pas dire plus, dans des rues de... Je ne sais pas si c'était Regina ou Saskatoon. Dans certains cas, c'était tout simplement des petites annonces où des personnes homosexuels cherchent des rencontres avec d'autres personnes homosexuelles, découpées avec des mots écrits au crayon. Là, c'était vraiment fait de manière extrêmement artisanale. Il en a distribué 4 types de... Dans l'un d'entre eux, la prétention est mise de l'avant par M. Watcott que les homosexuels sont tous des pédophiles. Et dans d'autres, il y a tout simplement, je crois, ridiculisation de ces sites de rencontres ou que ces annonces de rencontres qui sont publiées dans les journaux de la Saskatchewan. Il y a donc l'organisme qui gère les droits de la personne, donc les matériaux sont interdits. Il fait appel devant le tribunal des droits de la personne de la Saskatchewan, qui maintient la condamnation. Ça va jusqu'en Cour suprême, et la Cour suprême décide que sur les 4 tracts qui ont été distribués, 2 passent, 2 devraient être permis, mais 2 ne devraient pas l'être. Alors, là, je vais quand même essayer de trouver le texte exact qui nous donne, en quelque sorte, le test. Alors, la raison pour laquelle il semble à la Cour que 2 devraient être permis alors que 2 ne devraient pas l'être, est que, dans une société libre et démocratique, nul ne peut être à l'abri de la ridiculisation. Hein? Donc, des matériaux qui ridiculisent, d'autres termes sont employés qui sont proches de la ridiculisation, ben, on doit les tolérer. Même si on en désapprouve, on doit les tolérer. Mais quelque chose qui rend quelqu'un susceptible à la haine, cela doit être interdit. Alors, déjà, distinction sur laquelle on peut réfléchir. Et même la Cour suprême va nous dire que pousser à l'extrême, la ridiculisation peut mener à la haine. Mais la ridiculisation qui n'est pas trop extrême va tout simplement mener à ce que les gens aient des attitudes peut-être négatives à l'endroit des personnes ridiculisées, qu'elles se moquent d'elles, etc. Mais ça ne va pas jusqu'à la haine. C'est relativement subtil. La phrase, donc, qui est répétée à différents moments dans la décision Watcott est la suivante. Alors, c'est une citation de la décision. « Une personne raisonnable, informée du contexte et des circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus, estimerait que ces dernières exposent le groupe protégé à la haine. » Alors, je vous invite à réfléchir aux multiples lieux dans cette brève phrase, dans ce bref énoncé, où il y a controverse interprétative potentielle. Controverse interprétative potentielle fascinante, hein, qui pourrait meubler des séminaires de philo ou de philo du droit ou de droit pendant des heures et des heures. Premièrement, la fameuse personne raisonnable. Hein? Donc, la personne raisonnable est une personne que l'on rencontre souvent dans les décisions, surtout en common law certainement. En Angleterre, il y a une décision où on parle, phrase absolument magnifique et délicieuse, The man on the Clapham Omnibus. Donc, on pense à l'homme, the man on the Clapham Omnibus, avec son chapeau melon, son journal, peut-être sa pipe, sur l'autobus qui circule dans le quartier de Clapham à Londres, qui est un quartier tout à fait ordinaire, classe moyenne. Alors, on se met dans la position de the man on the Clapham Omnibus pour se demander ce qu'il faut penser.
The man on the Clapham Omnibus devient en quelque sorte la personne raisonnable de nombreuses décisions, aussi bien de la Cour suprême du Canada que d'autres juridictions. Alors, évidemment, qu'est-ce que veut dire la raisonnabilité? Peut-on identifier un test de raisonnabilité qui fasse consensus dans une société modérément pluraliste? Je ne pense pas qu'il faille être un postmoderniste enragé pour accepter que la raisonnabilité dépend un peu quand même de la positionnalité des individus. Hein? Une personne raisonnable d'un groupe qui est souvent exposé au ridicule et une personne raisonnable de la majorité, ça risque de voir les choses de manière assez différente, tout en étant raisonnable. Hein? On ne parle pas de gens qui ont des convictions complètement hurluberlues. Tenons-nous à l'intérieur de la raisonnabilité, quelle que soit sa définition, donc des gens qui sont prêts à accepter que les faits ont une importance dans la détermination de ce qu'il faut faire, qui ne sont pas, je ne sais pas moi, susceptibles de croire à des choses comme des théories du complot. Gardons-nous donc à l'intérieur de l'ensemble des humains dont on peut dire qu'ils sont raisonnables. Je pense qu'il y a quand même une grande variété de points de vue et une variété qui est pertinente du point de vue du propos de l'expression haineuse. Parce que s'il y a un endroit où notre position fait une différence à la manière par laquelle nous percevons les choses, c'est est-ce que nous sommes directement visés par l'expression haineuse en question, ou ridiculisante, ou je ne sais trop, ou est-ce que nous ne le sommes pas? Hein? Une personne qui n'est pas directement visée peut raisonnablement dire, écoutez, dans une société libre et démocratique, il faut quand même avoir la peau un peu épaisse, il faut accepter que les gens vont dire des choses, dans la mesure où ils ne font pas directement du tort, soyez tolérants. Cela paraît tout à fait différent, comme une chose complètement différente quand on est directement visé. Alors, la première chose dans cet énoncé qui pose problème, non pas parce que c'est parce que le terme même de raisonnable pose problème, parce que son interprétation est controversée, sujette à différence et à désaccord raisonnable. C'est donc cette notion de personne raisonnable. Bon, la distinction qui est en quelque sorte centrale à la décision, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, je ne repasserai pas rapidement parce que entre la haine, donc rendre quelqu'un susceptible à la haine, versus quelque chose comme le ridicule. C'est encore une fois une distinction philosophiquement recevable. Hein? Ridiculiser quelqu'un, ça ne veut pas nécessairement dire la haïr, mais pour appliquer cette distinction dans un cas particulier, premièrement, c'est très compliqué, et deuxièmement, on peut très bien comprendre qu'en partie, en vertu de leur position différente, donc de leur raisonnabilité différente, les gens les perçoivent de manière différente. Je donne un exemple qui vient de mon expérience personnelle. J'étais récemment, pas si récemment que ça en fait, on arrive à un âge à un moment donné où tout semble avoir eu lieu il y a à peu près 10 ans. Hein? Donc, je pense que c'était il y a à peu près 10 ans. J'étais en Pologne, à Varsovie, bon, je suis de père juif polonais, donc on sait que l'histoire des Juifs et des Polonais au 20e siècle n'a pas été une histoire heureuse. Hein? Donc, on se met dans le contexte. Et on va dans un restaurant, on me dit, ah, tu sais, il y a un nouveau restaurant qui est sorti qui essaye de refaire un peu la nourriture juive ashkénaze qu'on faisait donc dans les quartiers juifs polonais de Varsovie. On devrait y aller. Alors, avec mon groupe, on était dans un colloque, on décide d'aller à ce restaurant. Et qu'est-ce que je vois en rentrant? Une sorte de statue avec une représentation d'un juif avec tous les stéréotypes phénotypiques que vous pouvez imaginer. Le gros nez crochu, je crois qu'il y avait une pièce d'argent dans les mains. Moi, je me suis complètement figé devant cette affaire. On était supposé être dans un restaurant qui affirmait la culture, la gastronomie juive, et je me retrouve devant ce truc qui est vraiment, là, tous les clichés sur le phénotype juif étaient présents, et je dis à mes amis, premièrement, c'est incroyable qu'en Pologne, hein, on se permette encore ce genre de choses, et il n'est pas question que je mange dans ce restaurant. Hein, et mes amis, sensibles quand même au fait, mais qui avaient quand même envie d'y manger, se sont dit, c'est juste, je ne sais pas exactement dans quel esprit ils l'ont mis. Peut-être qu'ils l'ont mis dans un esprit critique, eux aussi, je ne pense pas. Mais bon,
euh, il y avait dans cette image quelque chose qui était de l'ordre du ridiculisant. Hein, ridiculiser en quelque sorte une image du juif au gros nez crochu, proche de ses scènes, etc., qui dans le contexte polonais était associé à quelque chose de plus que simplement le ridicule. Hein, mais à la haine, ça faisait partie en quelque sorte d'un package deal, pour utiliser un terme de philosophie du droit très technique, qui faisait de sorte que je pouvais comprendre mes amis non juifs de regarder cette situation et de se dire non, non, il n'y a que du ridicule. C'est condamnable, hein? C'est condamnable de ridiculiser les gens, mais il n'y a pas vraiment. Est-ce qu'une personne raisonnable dans les circonstances pourrait penser qu'il y a incitation à la haine? Probablement que non. Je ne sais pas. Hein? Donc, encore une fois, cette distinction ridicule-haine, très complexe, a marqué la frontière. D'autant plus que dans la décision Watcott, la Cour suprême elle-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous dit que pousser à l'extrême, le ridicule peut mener à la haine. Alors donc, elle-même reconnaît que la distinction n'est pas catégorique, mais plutôt de l'ordre du quantitatif plutôt que du qualitatif. Alors, ridicule, haine, difficile. Il y a quand même quelque chose qui nous appelle, troisièmement, à une sorte de prédiction empirique sur la mesure dans laquelle il y a une probabilité que d'être exposé à ce genre d'énoncé va rendre des gens susceptibles à la haine plutôt que simplement au ridicule. Hein? Donc, je ne veux pas relire la phrase, mais ce qu'on dit, ce n'est pas est-ce que c'est un exemple de haine, mais plutôt est-ce qu'une personne raisonnable pourrait penser que l'exposition à ce genre de propos, d'images dans l'occurrence, pourrait exposer le groupe protégé à la haine. Bon, encore une fois, il y a matière à interprétation sur laquelle je peux imaginer que des gens raisonnables, comme moi et mes amis de l'anecdote que je vous ai servie de mon voyage en Pologne, pourraient être en désaccord. Et dernièrement, on nous dit qu'il ne s'agit pas simplement de prendre un énoncé et de se demander, de se poser les questions, de savoir si une personne raisonnable, etc., mais dans le contexte, de le saisir dans le contexte dans lequel il a été énoncé. Bon, encore une fois, il ne faut pas avoir fait des cours avancés d'herméneutique pour savoir que l'identification de ce qu'est le contexte pertinent dans une réalité complexe est également un exercice qui est périlleux. Hein. Exemple, auquel je pensais dans les 14 heures d'autobus que j'ai faites pour parvenir à Chicoutimi. Ce n'était pas 14 heures, mais ça semblait être 14 heures. Hein. Est-ce que le conflit qui rage au Moyen-Orient depuis 10 jours change le contexte dans lequel nous devrions considérer certains propos adressés soit aux Juifs, soit aux Palestiniens? On peut en débattre. Hein, on peut en débattre. Et mon propos n'est pas par rapport à ces 4 points d'avoir une position claire, mais simplement de vous dire à quel point le principe qui est énoncé donc par la Cour suprême pour élaborer une limite en matière d'expression haineuse place l'instance, l'individu, l'instance chargée de faire respecter ces limites dans une position qui correspond au troisième des problèmes du point de vue de la rule of law. Donc, comme vous avez pris des notes, là, vous vous souvenez de quel était le troisième. On n'est pas devant une personne incompétente, on n'est pas devant une personne qui doit gérer des règles qui sont contradictoires, on est devant une personne à qui on a imposé, ou une instance, un agent, à qui on a imposé une tâche interprétative qui est peut-être au-delà de ce que nous pouvons de manière raisonnable espérer de ce genre d'agence. Pas parce que les gens ne sont pas aussi intelligents que moi ou que vous, mais simplement parce que il n'y a pas suffisamment, je dirais, de direction claire pour que cet exercice interprétatif donne lieu à autre chose que des désaccords qui posent problème du point de vue de la rule of law. Donc, pour remonter mon exposé jusqu'au début, si je fais un énoncé critiquant, je ne sais pas moi, je peux me permettre la remarque parce que je suis moi-même juif. Alors donc, si je fais je dis que la communauté juive est trop solidaire d'Israël dans le conflit actuel, est-ce que je peux craindre de dire quelque chose qui sera considéré comme étant de l'ordre de la littérature, de l'expression haineuse? Je ne le sais tout simplement pas.
parce qu'il est très difficile de savoir comment une personne même raisonnable ou une agence même raisonnable va interpréter les 4 principes en question. Alors, c'est un peu ça c'est un peu le cœur de mon propos, si vous êtes encore avec moi, là. Je n'ai pas de montre, je ne sais absolument pas depuis combien de temps je parle. Geneviève? Pardon? C'est exactement là où je voulais être, à peu près à 5 ou 10 minutes. Alors, si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant et que mon propos est même modérément convaincant, ben, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il me semble qu'il y a deux positions qui se défendent, et je défendrai la seconde. Alors, un de mes philosophes du droit, philosophes politiques préférés, avec lesquels j'ai tendance à être d'accord, a une position avec laquelle je ne suis pas d'accord dans ce cas-ci. Il s'agit d'un philosophe néo-zélandais qui travaille aux États-Unis depuis longtemps, qui s'appelle Jeremy Waldron, qui, dans un texte qui s'appelle Thoughtfulness and the Rule of Law. Thoughtfulness, ça c'est un terme qui est compliqué à traduire. Être thoughtful, c'est être quelqu'un qui réfléchit, qui ne prend jamais une décision à la légère, qui réfléchit avant d'agir. Hein? Est-ce que quelqu'un peut me proposer? Quelqu'un de songé, oui. Ouais, alors, la traduction serait quelque chose comme le fait d'être songé et la règle de droit. Pardon? Sagacité, non. Je ne crois pas que ce soit sagacité. Enfin, on peut en discuter pendant le cocktail. Mais donc, j'imagine que le terme thoughtfulness en anglais résonne suffisamment là, pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Donc, un article qui a été publié dans un endroit un peu bizarre, mais quand je faisais mes recherches, évidemment, j'ai appris que le mois prochain, l'article va donner lieu à un 247e livre de Jeremy Waldron, qui s'appelle justement Thoughtfulness and the Rule of Law. Je lui ai écrit pour lui demander de m'envoyer le texte pour que je puisse reproduire ses propos de manière à peu près intelligente. Essentiellement, la position qu'il défend est que tout ce que je viens de dire à propos de la position dans laquelle se trouvent les fonctionnaires, les agents chargés d'administrer même des règles complexes, ne fait pas violence à la règle de droit, parce qu'au contraire, nous voulons, les règles n'étant jamais d'application simple, même des règles simples exigent un exercice de jugement pour les appliquer à des cas particuliers. L'image qui sous-tend peut-être la position différente, à savoir que l'on veut à un moment donné que les gens qui sont à la jonction entre l'État et la rue, pour reprendre l'image du livre de Zaka, fassent des applications des règles qui sont un peu mécaniques, hein, pour qu'on puisse prévoir comment ils vont agir, bien, que cette idée-là ne tient pas la route parce que tout jugement, toute application d'une règle est un exercice de jugement et on ne peut pas vouloir, pour des raisons épistémiques, non seulement on ne veut pas, mais on ne peut pas vouloir d'administrateurs de règles qui soient de simples machines à appliquer des règles de manière mécanique. Alors, à cela, je répondrais qu'il y a différents types d'exercices d'application de règles. Évidemment, hein, donc les gens qui ont pris des cours, ne serait-ce qu'un cours de philosophie 101, vont avoir eu le fameux exemple du philosophe du droit H.L.A. Hart. Donc, vous arrivez dans un parc et il y a un panneau, il est écrit « Pas de véhicule dans le parc ». Pas de véhicule dans le parc. Question, pour vous mettre un peu, pour faire un peu de audience participation, on va demander aux gens de lever la main. Est-ce qu'un tricycle est un véhicule au sens du panneau? Oui, levez la main. Petite minorité. Et j'imagine que les autres vont voter non. Le tricycle n'est pas un véhicule, ou est-ce qu'il y a des abstentions ou des gens qui s'en foutent tellement là, parce qu'ils ont faim et soif qu'ils voudraient que j'aille. Ben, exercice d'interprétation. Hein? Exercice d'interprétation. Moi, je serais plutôt de ceux, je voterais donc avec vous, Yves. J'aurais tendance à penser qu'à moins d'une exception explicitement donnée, là, pour moi, la définition d'un véhicule, c'est quelque chose qui permet à un individu, par autre moyen que simplement les siens, d'aller de A à B. Un tricycle est un véhicule. Bon. Est-ce qu'on va mettre en prison un enfant de 5 ans qui est sur un tricycle? Parce que non, mais en principe, il me semble que... Alors,
Il y a des problèmes, donc, d'interprétation, même dans l'application de règles simples comme pas de véhicule dans le parc. Mais il me semble, et je m'arrêterai à cela en termes d'argumentation contre Jeremy parce que le temps me manque, il me semble que l'interprétation donc de la règle que j'ai énoncée de l'arrêt Watcott est tout simplement d'un autre ordre. Est tout simplement d'un autre ordre en termes d'exigence interprétative et que l'on peut reconnaître donc la thèse de Waldron qui nous dit qu'il n'y a aucun exercice non thoughtful d'application d'une règle, tout en acceptant qu'à un certain niveau, on rentre dans un autre ordre d'idées qui pose problème du point de vue de la règle de droit parce qu'elle exige d'agents qui ne sont pas représentatifs qu'ils prennent des décisions qui sont en fin de compte des décisions de valeur. Comment est-ce qu'on va comprendre telle valeur qui est exprimée dans une forme très abstraite. Alors, l'autre possibilité, c'est celle que je préconise et avec laquelle je vais, à votre grand soulagement, m'arrêter, qui est de reconnaître qu'il y a forcément, pour des raisons de finitude humaine, pour des raisons de nécessité bureaucratique, un déphasage, un espèce de hiatus entre l'argumentation philosophique qui ne doit pas s'arrêter avant d'avoir trouvé exactement la nuance juste entre différents principes, la bonne manière d'appliquer le principe dans des cas particuliers. Il va y avoir un hiatus entre ce genre de raisonnement et le genre d'administration de la règle que l'on peut imaginer dans une administration faite de personnes humaines qui ont des limitations épistémiques, des limitations de temps, mais dont on veut également qu'ils ne soient pas, auxquels on veut également qu'on ne leur confie pas trop de marge discrétionnaire pour faire obstacle, pour faire violence à la règle de droit, rule of law, dont j'ai parlé tout à l'heure. Une personne qui est devant des agents très thoughtful, chargés d'administrer des règles sur la liberté d'expression et qui ne sait absolument pas à quelle conclusion elle va en arriver parce que les critères qui ont été émis et dont elle est la responsable peuvent être interprétés de manière très différente, cette personne est devant un problème qui me semble être un problème de rule of law. Nous devons donc, me semble-t-il, nous satisfaire de règles qui sont plus simples et qui vont être, étant plus simples, sciemment simplistes jusqu'à un certain point. Et comme c'est le cas dans l'administration publique, à travers, non seulement dans des cas d'administration de la liberté d'expression, mais à travers tous les domaines, nous allons devoir décider de ce qui me semble être la grande question qui doit se poser à chaque fois que nous choisissons des règles pour l'administration publique. Est-ce que dans la situation dans laquelle nous trouvons, est-ce que nous préférons qu'il y ait trop de faux négatifs ou de faux positifs? Est-ce que nous voulons une règle très exigeante qui va faire de sorte que certaines personnes vont être prises dans les maillons de la règle qui n'auraient pas dû l'être? Ou est-ce que nous voulons une règle plus permissive qui va faire de sorte que certaines personnes dont on voudrait qu'elle ait été prise dans le filet ne le soient pas? Hein? Donc, en l'occurrence, pour prendre la liberté d'expression, pour être très simpliste, on peut imaginer une règle très, privilégiant, essayant privilégiant les faux négatifs, les faux positifs, devrais-je dire, qui va dire que, écoutez, la distinction entre haine et ridicule dont j'ai parlé tout à l'heure, question pour les philosophes et les philosophes du droit, mais ridicule, haine, c'est la même chose de notre point de vue et ce n'est pas permis dans notre société. On peut également aller dans l'autre extrême et dire il nous faut quelque chose comme une démonstration claire, par exemple, d'appel à la haine, hein, d'appel à la violence, pour dire qu'une expression devrait être non pas seulement condamnée dans la société civile, mais assujettie à des peines juridiques. Étant donné, alors comme il ne me reste pas de temps, le gros punch de ma communication, je peux la donner en 30 secondes. Là. J'ai un argument très, très long, là, très détaillé, auquel vous ne sauriez absolument pas répondre, mais je n'ai pas le temps de le mettre de l'avant. Il me semble qu'étant donné l'importance de la liberté d'expression dans une société libre et démocratique, nous n'avons pas vraiment de choix que d'opter pour une règle qui ayant à choisir, va donner lieu à plus de faux négatifs, donc des expressions qu'on condamne, qu'on n'aime pas, dont on aurait voulu qu'elles soient peut-être dans un monde idéal interdites, mais que pour les raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, nous allons permettre en quelque sorte qu'elles soient exprimées. Encore une fois,
cette balance entre faux négatif et faux positif est différente, dépendante des situations dans lesquelles nous nous trouvons, des différents champs d'administration, des règles dans lesquelles nous nous trouvons. Mais il me semble qu'étant donné la place de la liberté d'expression dans des sociétés libérales démocratiques, c'est le choix qui me semble s'imposer. Sachant, et là je voudrais vraiment m'arrêter, 3 choses. Premièrement, le droit, et c'est quelque chose que les juristes, ça je garde quand même un recul philosophique devant mes collègues juristes, le droit n'est pas la seule modalité de sanction sociale dont nous disposons. Hein? John Stuart Mill l'avait bien compris au 19e siècle dans De la liberté. La condamnation morale de la communauté, hein, est parfois beaucoup plus efficace que l'est la sanction légale, qui est un outil important et qui est un outil qui, en matière de liberté d'expression, doit être utilisé dans certaines circonstances. Appel à la haine. Pas probabilité que la personne sera peut-être assujettie à la haine, mais appel à la haine, appel à la violence. Elle a sa place, mais il y a d'autres modalités de sanction dont nous disposons dans une société pour faire savoir notre condamnation devant certains propos. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là je m'arrêterai vraiment là-dessus, c'est qu'il me semble que jusqu'à un certain point, la sanction, l'interdiction de l'expression haineuse, étant donné les technologies de communication dont on dispose aujourd'hui, qui sont tout à fait différents de ceux dont nous disposions lorsque la doctrine de la liberté d'expression a été vraiment pensée là, dans ses textes fondamentaux, pensée à la différence entre 1992, l'arrêt Butler, où on parlait littéralement là, d'agents douaniers qui regardaient des vidéocassettes à la frontière. Là, hein? C'était 31 ans, ça. C'est pas il y a 1000 ans. Il me semble que nous devons, dans ce domaine-ci comme dans d'autres, afficher une certaine modestie quant à l'efficacité des interdictions légales que nous mettons de l'avant, parce que ce n'est pas comme si Internet allait tout d'un coup faire disparaître une expression que la Cour suprême du Canada ou que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse a décidé qu'elle était de caractère haineux et comme ayant à être proscrite. Et toute tentative de prohibition peut donner lieu à des contre-coups. Hein, le fait de créer, de donner plus d'attention aux personnes qui mettent de l'avant des propos haineux que ce qu'ils auraient reçu, sinon créer des martyrs de la parole, ça me semble être parmi les contre-coups. Bon, si on réussissait à les marginaliser, le jeu en vaudrait peut-être la chandelle, mais étant donné ce que j'ai dit quant à la nouvelle réalité qui est la nôtre, certainement depuis 30 ou 40 ans, pour ce qui est de la diffusion de la parole, il me semble que nous devrions vraiment limiter les prohibitions à la liberté d'expression en matière d'expression haineuse à des choses qui sont extrêmement claires, comme les appels à la haine, les appels à la violence, et utiliser d'autres types de sanctions pour gérer le reste. Et là-dessus, je vais vous remercier de votre attention, en espérant de n'avoir pas été trop aride et de vous avoir donné quelque chose à discuter pendant le cocktail qui nous attend. Merci.